Ce que je voudrais simplement peut-être souligner à travers cette petite présentation, c'est justement, à mon avis, l'inadéquation. Vraiment, pour moi, en tout cas, c'est l'inadaptation, je disais aussi, hein, c'était l'intitulé qu'on s'était choisi pour justement présenter nos interventions, l'inadaptation, l'inadéquation de la propriété intellectuelle pour penser tout ceci. Et la question qui restera en suspens, c'est finalement, est-ce qu'il y a d'autres moyens de régulation possibles et c'est une question à laquelle je ne prétendrai pas répondre parce que c'est un travail au-delà du travail juridique qui devrait être construit. Mais c'est une question, à mon avis, très intéressante. Et puis, mais quand même, à travers cette présentation, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres aussi mécanismes juridiques en dehors de la propriété intellectuelle qui peuvent être utilisés, peut-être parfois pour faire valoir certaines choses. Alors, tout d'abord, très très rapidement, à propos des travaux scientifiques, un tout petit peu d'histoire pour dire que c'est souvent en termes de propriété, finalement, que la question des travaux scientifiques a été réfléchie. Officiellement, en tout cas, dans les discours officiels. Il faut se remémorer les discussions qui avaient été celles de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, ce qui n'est pas très ancien finalement, à propos de ce qu'on a pu appeler la propriété scientifique, et en particulier dans le domaine de la zoologie, de la botanique et de l'embryologie. La question de la propriété scientifique a donné lieu à de nombreux débats, mobilisé beaucoup de juristes au plan national et international. Alors, le débat comportait en réalité deux questions. Faut-il d'abord intégrer les œuvres scientifiques au sein de la catégorie des œuvres littéraires et artistiques, on l'a vu tout à l'heure, et alors protégées par un droit d'auteur? Et petit 2, surtout, ce qui, moi, m'intéresse là, c'est faut-il attribuer un droit de propriété au découvreur sur l'idée elle-même? C'est un débat qui a eu lieu. Et les termes de la problématique générale sont posés donc entre la distinction entre le fond, si tant est qu'on puisse le faire, et puis la forme, l'expression de l'idée. C'est une distinction parfois délicate, mais qui peut se faire assez facilement quand même dans le domaine scientifique. La propriété, donc, autrement dit, est-elle adéquate ou est-elle un outil adéquat pour appréhender le fond et la forme? Sur ce point, la réponse aura été la suivante. Seule la forme aura été ou sera objet de propriété littéraire et artistique, donc c'est ce que disait Benoît à l'instant. Sur le fond, alors, le débat s'est déplacé sur le terrain de la propriété industrielle. La réforme de 1844, qui fournira l'occasion de discuter du principe d'une propriété scientifique fondée sur l'octorialité, cette fois, au sens d'octorialité scientifique, c'est-à-dire sur le lien à établir éventuellement entre le découvreur et la propriété, a été posée. C'est le brevet de principe, c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui est admis par le législateur en 1844, qui accepte que l'idée soit objet de propriété, à condition que la demande de brevet, quand même, contienne l'indication d'une application industrielle. Donc, il ne fallait pas juste que ce soit l'exposé ou la présentation d'une théorie ou d'une découverte, il fallait quand même indiquer l'application industrielle. Mais le brevet de principe tel qu'il avait été proposé et adopté avait suscité de nombreuses et vives réactions. Le brevet de principe, en effet, a été obligé à se poser la question de savoir ce qui était réellement l'objet de la propriété. Est-ce que c'était l'idée ou est-ce que c'était l'idée à travers l'application mentionnée? Ce sont des discussions qu'on a retrouvées très récemment, notamment dans les brevets de biotechnologie. Est-ce que c'est l'application de la séquence génétique qu'on a décelée ou est-ce que c'est la séquence génétique elle-même qui est objet de la propriété? Ce sont des discussions qu'on a retrouvées donc sur des domaines bien particuliers très très récemment. Alors certains juristes à l'époque contestent complètement le brevet de principe pour la raison que, effectivement, c'est une technique qui permet alors de s'approprier l'idée elle-même, le concept ou encore la théorie. À cette première dimension vient s'en ajouter une autre qui est le rôle des établissements qui abritent les chercheurs ou les savants. Alors ça c'était, la loi de 1844 où on voit ainsi exprimer l'idée que seront nuls et de nul effet les brevets délivrés dans les cas suivants, si les brevets portent sur les principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques purement scientifiques dont on n'a pas indiqué les applications industrielles. Donc c'est comme ça que c'est formulé. Et c'est ça qu'on a appelé donc le brevet de principe.
L'autre dimension, donc, c'est celle qui donc, a trait, je disais, au rôle des établissements qui abritent les chercheurs ou les savants. Au XIXe siècle, où le financement public de la recherche n'existe pas encore complètement, la question se pose à l'endroit des institutions privées comme les musées. Et on trouve ainsi des textes comme le règlement du 5 novembre 1863 du Museum of Comparative Zoology de Harvard, qui prévoit très nettement que eh bien, nulle personne en lien avec le musée n'est autorisée à travailler pour elle-même dans le musée pendant les heures de travail fixées par les activités du musée. Tout ce qui sera fait par une personne en lien avec le musée pendant ce temps doit être considéré comme la propriété du musée. C'est quand même assez radical hein, et assez fort. Mais son mérite quand même, hein, sera dûment reconnu par le conservateur dans son rapport annuel. Bien content. Personne n'est autorisé à publier ou à présenter à des sociétés savantes tout ce qui concerne son travail au musée, sans le consentement préalable du conservateur. C'est le conservateur qui détient ici le pouvoir de dire ce qui sera publié, ce qui sera présenté. Toutes ces contributions doivent être soumises au conservateur pour examen. Donc ici, on est loin de l'idée de l'auteur, au sens auteur scientifique, hein, de l'auteur de l'idée, par exemple, ou de la théorie, etc. On est loin de l'idée que c'est lui qui est tout-puissant, hein, d'une certaine manière, sur sa production. Le règlement est intéressant, par ailleurs, parce qu'il dissocie clairement hein, deux choses, c'est-à-dire la reconnaissance du travail intellectuel et la gestion du patrimoine ou du capital scientifique, qui couvre les décisions relatives à la publication, par exemple. Le patrimoine scientifique du musée aboutit donc à maîtriser également la gestion de l'octorialité, et on retrouve aujourd'hui, d'une certaine manière, ce type de politique-là exprimé comme ceci, à travers les politiques de valorisation, il me semble en tout cas, des établissements de recherche, puisque cette volonté se pressent, hein, et parfois est très clairement exprimée d'ailleurs, cette volonté de patrimonialiser ou de capitaliser sur les connaissances scientifiques, et notamment en les stockant hein, dans des espaces qui sont des espaces normalisés, standardisés. On se constitue comme ça aussi un capital scientifique, hein, au sens large du terme bien sûr. Voilà, le bulletin en question, le bulletin du musée. Et puis, enfin, troisième chose, c'est partant du constat que le droit d'auteur n'est pas en mesure de protéger les auteurs contre le pillage de leurs idées, eh bien, les savants et scientifiques réclamèrent alors la reconnaissance d'une propriété scientifique. C'est le terme qui est utilisé à l'époque, même s'il y en a d'autres. On va le voir, c'est un principe qui serait motivé pour des raisons d'équité, liées à la fois à l'absence de récompense morale, mais aussi matérielle de certains chercheurs, de certains découvreurs, de certains savants, qui auraient percé les mystères des lois de la nature. Et plusieurs projets ont été présentés au Parlement dès la fin du XIXe siècle. On a les projets Ruffini, Barthélemy, les projets d'Alimier et Gallier, le projet Plaisant, et même le projet Gariel, et enfin également le projet de Desbois, qui est un célèbre auteur en droit d'auteur, de la doctrine du droit d'auteur. On en parle même à la Société des Nations, conférence française sur la propriété scientifique présidée par Paul Appel. Et puis, on aboutit à des conceptions, alors qui sont, vous voyez, on mélange là, du coup, brevet d'auteur. Hein, là, on n'est plus... ou droit réel sui generis. Ça, c'est la théorie de Desbois qui naîtrait au jour de la publication non équivoque de la découverte. Donc là, on est vraiment dans l'appréhension, hein, dans une volonté d'appréhender le fond de la recherche elle-même. Ces projets n'ont pas abouti, ils ont été très discutés, comme je le disais, mais ils n'ont pas abouti pour des raisons qui sont à la fois politiques et à la fois techniques. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur ces raisons-là, mais parmi les raisons, il y a tout le problème de la généalogie des découvertes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sauf si on a assuré une traçabilité, le numérique peut y aider, bien sûr, mais enfin, c'est quand même pas simple, surtout aujourd'hui. Mais il s'agit alors d'assurer une traçabilité de la découverte et une traçabilité des idées, ce que j'appelle la généalogie, ou ce que d'autres appellent la généalogie des découvertes ou des idées, ce qui est loin d'être évidemment facile, voire même faisable, tout simplement. Alors, quels sont les enjeux? Pourquoi évoquer cette question à propos de l'octorialité et des corpus de données, qui est notre sujet? Eh bien, en fait, il est intéressant, en tout cas me semble-t-il, de comprendre aujourd'hui quels étaient les enjeux à l'origine de la reconnaissance de cette propriété scientifique. Les deux grands motifs qui sous-tendent
ou trois grands motifs qui sous-tendent la revendication d'une propriété scientifique. C'est d'abord l'identification du découvreur qui lui permet de lutter parfois, souvent, quand il y arrive, contre le pillage et puis aussi contre l'imposture scientifique et qui rejoint, comme on l'a dit déjà, la question de l'intégrité scientifique du chercheur et aussi de sa responsabilité. Donc la question de l'identification est une question pour moi évidemment centrale. Et puis, les enjeux sont également, comme c'était le cas à l'époque au XIXe siècle, quand les débats ont eu lieu, c'est la question de l'intéressement. La question donc patrimoniale est une question aussi importante à l'époque. L'intéressement au résultat de l'exploitation, c'est très clairement dit, une récompense donc au cas où le découvreur ne pourrait pas être qualifié d'inventeur au sens du droit des brevets, mais quand même, il serait à l'origine d'une découverte qui elle-même donnerait lieu à des applications qui seraient exploitées d'une manière ou d'une autre. À l'époque, la recherche est largement financée par l'industrie et donc par des fonds privés, et ce qui peut permettre de comprendre que alors les scientifiques aient ressenti le besoin aussi de bénéficier d'une part du gâteau. Et puis, la question qu'on peut se poser, c'est pour ça que j'hésitais entre les 2 ou 3 raisons qui poussent à revendiquer l'idée d'une propriété scientifique, c'est la question de la réutilisation. Alors à l'époque, en tout cas je ne l'ai pas trouvée comme telle, la réutilisation des résultats par d'autres personnes n'est pas une motivation dans la revendication d'une propriété scientifique. Réutilisation des résultats de la recherche par d'autres, donc ce qui permettrait, la propriété permettrait peut-être de contrôler alors cette réutilisation. On pourrait l'imaginer. Ça n'était pas trop, ça n'était même pas dans les débats, mais aujourd'hui, la question, en tout cas, je pense, se pose à l'ère des données en masse, dont l'analyse est le plus souvent sans lien avec les raisons qui ont motivé la collecte ou la production des données. Eh bien, on peut se demander si on ne souhaiterait pas parfois contrôler d'une certaine manière la réutilisation. Ce n'est pas du tout dans l'air du temps, mais c'est une question en tout cas qui mérite d'être posée. Geneviève Filatro, qui était intervenue lors de notre 2e journée d'études, en avait parlé à propos des données bibliométriques qui avaient été produites pour plein d'autres raisons que pour mesurer le facteur d'impact des revues aujourd'hui. Et le fait qu'on utilise ces données-là à d'autres fins que pour celles pour lesquelles elles ont été produites constitue alors un dévoiement, surtout dans l'utilisation qu'on en fait, constitue potentiellement un dévoiement des résultats obtenus grâce à l'élaboration, la collecte de ces données. Pour ce qui concerne les solutions, alors les solutions face à de tels enjeux, on l'a dit déjà tout à l'heure, le droit de la propriété intellectuelle ne peut pas tout, loin de là, et il ne peut pas répondre à l'ensemble de ces attentes. Cette observation était déjà vraie au milieu du XIXe siècle, ce qui avait donc suscité les débats. Si la question se pose aujourd'hui à propos des données, c'est pas tellement donc aujourd'hui en raison d'une volonté de la part des chercheurs de bénéficier d'une récompense matérielle, on n'est plus tout à fait dans le même schéma qu'auparavant, sur l'exploitation matérielle, enfin récompense matérielle sur l'exploitation des données, surtout à l'heure de la politique d'ouverture des données, mais c'est essentiellement pour des raisons qui tiennent à la reconnaissance, à la fois, il me semble, scientifique et institutionnelle de leur travail intellectuel, et puis aussi pour des motifs liés sûrement à la responsabilité scientifique qui résulterait éventuellement de leur travail. Dès lors, si le droit de la propriété intellectuelle permet d'identifier, ça sert un petit peu quand même à ça, d'identifier les chercheurs-auteurs, ce n'est néanmoins qu'à condition qu'il y ait une œuvre. Or, une œuvre de l'esprit ou une invention brevetable. On l'a vu, le droit de la propriété intellectuelle ne peut s'appliquer qu'à condition qu'on soit en présence d'une œuvre de l'esprit pour le droit d'auteur, d'une invention brevetable pour le droit des brevets. Donc ça veut dire que la fonction d'identification, quand elle est remplie par le droit de la propriété intellectuelle, elle est conditionnée par l'existence d'une œuvre. Or, un corpus de données n'est pas nécessairement qualifiable d'œuvre de l'esprit. On le voit à travers l'affaire Jean Vautrin, l'affaire qui est autour du roman Un grand pas vers le bon Dieu, excellent roman au demeurant, qui écrit par Jean Vautrin et qui, en fait, avait repris pour écrire le travail d'une thèse qui avait été produite sur la population et les expressions, surtout les locutions Kagin, donc de la population Cajun. Et Jean Vautrin avait évidemment bien intégré le travail de recherche qui avait été fait, se l'était approprié intellectuellement, et puis l'avait restitué sous forme de roman. Il avait
créer une fiction autour de toutes ces locutions et expressions très imagées et très, très intéressantes. Et le chercheur, qui avait vu ici une sorte de contrefaçon ou de plagiat, on peut discuter des termes, avait agi en justice contre Jean Vautrin et contre l'éditeur. Il avait perdu. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, mais attendez, les données, je traduis un petit peu, les résultats de votre recherche, s'ils sont protégeables à travers la thèse, parce que la thèse est une œuvre scientifique qui peut être objet de droit d'auteur, en revanche, les résultats qui sont contenus dans la thèse ne sont pas objets de propriété, et donc M. Jean Vautrin avait tout à fait la liberté d'utiliser ces données-là pour pouvoir produire ensuite autre chose. Et donc, l'identification, elle est importante, mais elle ne peut pas être résolue toujours à travers le droit de la propriété intellectuelle, tout simplement parce que les données ne sont pas considérées nécessairement comme des œuvres ou comme des objets de propriété intellectuelle. Pour la rémunération, les choses ont été un peu réglées. On peut le dire, en tout cas, elles ont été un peu réglées, notamment par un décret qui est le décret du 2 octobre 1996, qui prévoit pour les chercheurs, agents publics bien sûr de la recherche, qu'une prime puisse leur être versée, une prime calculée sur les revenus tirés de l'exploitation des travaux concernés. Cette prime donc trouve à s'appliquer même pour les bases de données et même, j'insiste, pour les travaux qui sont valorisés en dehors de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire pour des travaux qui ne seraient pas considérés comme objets de propriété intellectuelle. Donc pour ce qui concerne la rémunération des agents publics de la recherche, on a déjà des solutions, en tout cas, on peut les contester, mais en tout cas, on a avancé sur cette question-là. Pour ce qui concerne la question de l'utilisation ou de la réutilisation des résultats scientifiques, la loi contient depuis le début des années 2000 un principe de liberté et de gratuité des données produites par les administrations publiques, c'est ce qu'on appelle le mouvement d'open data, et si la loi ménage les intérêts des auteurs et ménage d'ailleurs aussi les intérêts de ceux qui se servent des intérêts liés au secret d'affaires, le principe demeure quand même celui de la liberté d'utilisation des données qu'on appelle alors les données publiques. Et puis on le sait, vous le savez, je pense que cette loi d'ouverture des données s'applique depuis la loi de 2015 aux établissements de recherche. Donc les données scientifiques, aujourd'hui, sont considérées comme des données publiques. Oui, j'ai dit quoi? Établissement public de recherche. Ou alors je devrais dire peut-être de manière plus générique encore, les institutions de recherche, en fait, d'enseignement et de recherche. Quand je dis ça, c'est... Oui. Bien sûr, la loi, bien sûr, vous avez raison de le souligner, la loi prévoit évidemment d'appliquer cette notion de données publiques à l'ensemble des institutions de recherche et d'enseignement, bien sûr. En fait, à travers la question de la réutilisation et de l'ouverture des données publiques, eh bien, moi, je me posais la question de l'affectation me semblait très intéressante tout à l'heure, dont vous parliez, Evelyne, l'affectation des données, c'est-à-dire, finalement, ce que j'appelle la destination des données. C'est-à-dire pourquoi elles ont été produites, indépendamment du fait... indépendamment du sens qu'on peut leur donner ou pas. Est-ce qu'on peut leur donner du sens, sachant qu'on n'a pas posé les hypothèses pour les produire, et c'est tout ce qu'on a discuté tout à l'heure. La question aussi, c'est de savoir à quoi va-t-on les destiner pour les réutiliser? Est-ce que finalement celui qui a produit les données aura un contrôle? Je dis ça à défaut de pouvoir employer un autre mot, on pourrait réfléchir là-dessus, un contrôle sur l'utilisation qui pourrait être faite. Par exemple, on peut se poser la question de savoir si les chercheurs qui ont découvert la molécule du glyphosate, qui d'ailleurs ne lui avait trouvé aucune utilité à la base, auraient apprécié de savoir, je ne sais pas s'ils sont toujours vivants, de savoir que cette molécule, qui a d'abord été utilisée comme chélateur de métaux, qualité qui permet d'extraire les métaux de leur milieu, de les fixer et de les rendre solubles dans l'eau, soit utilisée ensuite comme herbicide puissant. Les chercheurs auraient-ils souhaité alors qu'un jour, cette molécule puisse être utilisée pour arroser nos champs, éliminer la biodiversité et provoquer cancer et malformation? Je provoque exprès, mais c'est une question qu'on peut se poser. La réutilisation, oui, mais pour quelle destination? Après tout, dès lors qu'on parle de réutilisation, on peut alors peut-être s'autoriser à poser aussi la question de la destination de cette réutilisation.
Et puis, voilà, donc pour la propriété intellectuelle de façon très globale, et quelles sont les questions qui peuvent se poser aux chercheurs, les questions un peu fondamentales. En dehors de la propriété intellectuelle, ou même à l'aide de la propriété intellectuelle, on peut se dire que finalement, le chercheur peut être identifié à travers d'autres mécanismes. Alors le droit d'auteur, pour ne reprendre que celui-ci, tout d'abord, quand même, est un droit qui assure la protection du nom de l'auteur, puisqu'on a dit tout à l'heure, ce sont les prérogatives morales de l'auteur, le droit de paternité, comme on l'appelle, sachant que, encore une fois, ce droit ne peut exister qu'à condition qu'il existe une œuvre, et que parfois, je le répète, en présence de corpus de données, on n'est pas nécessairement en présence d'une œuvre. Donc, ce que je dis là, est tout à fait limité à des choses qu'on pourrait appeler des œuvres de l'esprit. Le contentieux se déploie dans le domaine scientifique au titre du droit d'auteur, notamment avec la contrefaçon, les contentieux autour de la contrefaçon et du plagiat, par exemple pour non-respect de l'intégrité de l'œuvre scientifique, non-attribution des travaux à la bonne personne. Il s'agit de savoir quelle est la bonne personne, compte tenu de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qu'on a entendu. L'absence de citation en bonne et due forme, on doit répondre à certaines formes aussi de l'auteur. Tout ceci a donné lieu à un certain nombre d'affaires. Une affaire retentissante parce qu'elle a un peu défrayé la chronique ces derniers temps, révèle les risques, notamment pour les étudiants, de voir leurs travaux de recherche repris en la forme par les personnes chargées de leur évaluation. Le tribunal correctionnel de Paris a récemment, en 2013, rendu une décision condamnant l'encadrante, puisque c'était une professeure de l'université de Toulouse qui était dans une unité INSERM et qui avait repris un certain nombre d'éléments. Alors c'est intéressant par rapport à notre sujet d'aujourd'hui parce qu'il s'agissait de données précisément. Donc des grilles d'analyse, des tableaux de données, des commentaires, des analyses. Donc avait repris un certain nombre de résultats de ses travaux de recherche, surtout des présentations d'informations. C'est ça qui est intéressant, des présentations de données, plus que des résultats au sens strict du terme. Et elle avait diffusé via Internet, je crois, via le site de l'INSERM, ces tableaux, ces présentations de données. Alors, pour se défendre devant le tribunal, devant le juge, elle avait tout d'abord dénié, c'est intéressant, le caractère personnel des analyses de l'auteur et des présentations des données par l'auteur. Puisque, évidemment, si on disait il n'y a pas d'expression de la personnalité de l'auteur, alors il n'y a pas d'œuvre de l'esprit, et alors il n'y a pas contrefaçon. C'est un moyen de défense très classique. On commence par dénier l'existence d'une œuvre de l'esprit. Cet argument ne fut pas retenu par les juges qui ont estimé que la présentation des travaux présentait un caractère original, personnel. Et par ailleurs, et de façon intéressante, elle fait valoir également que le travail avait été mené en équipe. C'est intéressant aussi, et que ça procédait d'une démarche collaborative. On adore ce mot en ce moment. Les juges ne retiennent pas non plus l'argumentation. La collaboration des membres d'une même équipe de recherche ne saurait avoir pour effet de mettre à l'égard les règles, et c'est cité comme tel dans la décision, les règles du Code de la propriété intellectuelle qui ne prévoient pas de dérogation en matière de recherche scientifique. On rappelle aussi également, et c'est rappelé dans la décision, les termes de la Charte européenne sur la conduite scientifique de 2005 qui prévoit que la collaboration dans la recherche, qui peut impliquer la copropriété éventuellement sur les résultats de la recherche, ne peut justifier qu'il soit porté atteinte au droit de propriété intellectuelle du chercheur. On sort du droit d'auteur, on peut aller chercher aussi d'autres sources du droit, d'autres types de règles. Le droit au nom, notamment, qui est tel qu'il est consacré indirectement par le Code civil, c'est-à-dire finalement s'appuyer sur le droit au nom qu'a tout un chacun d'entre nous a un droit au nom qu'il peut faire valoir. Alors là, on sort du domaine scientifique, mais ça peut faire partie peut-être des outils que l'on peut utiliser, sauf que le droit au nom, en fait, il est surtout, dans cette acception-là, tourné, alors il est consacré par l'article 9 du Code civil et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et en fait, il est surtout tourné vers la défense qui est faite aux tiers, d'utiliser le nom d'une personne pour des utilisations diverses et variées. En général, les contentieux tournent beaucoup autour du droit des marques, et les juges sont assez libéraux à cet égard, c'est-à-dire que M. Dopp n'a pas réussi à faire interdire l'emploi de son nom dans la marque du même nom, éponyme. M. Viagra non plus, n'y a pas réussi. On a des décisions sur ces noms-là. Enfin,
le meilleur pour la fin, Monsieur et Madame Bidochon, les vrais, n'ont pas réussi à empêcher Binet d'utiliser ce nom pour illustrer, enfin pour... voilà. Oui, il y en a plein. Voilà, donc le droit au nom, on y pense naturellement parce que c'est d'abord par le nom qu'apparaissent les auteurs, on l'a vu tout à l'heure, mais le droit au nom tel qu'il est en tout cas, ou alors faudrait-il le penser autrement en droit civil, mais en tout cas paraît d'un intérêt un peu limité, il me semble, à réfléchir en tout cas. Et puis enfin, autre mécanisme, autre levier que l'on peut utiliser, c'est le droit de la presse, et en particulier le droit à l'honneur et à la réputation, qui fait que l'on peut exiger que ne soit pas mise en cause ou en doute la compétence ou la rectitude professionnelle, l'intégrité morale d'une personne, sa fidélité aux engagements pris, et puis son attachement à la patrie, son respect à la loi, bref, tout un tas de valeurs morales qui sont attachées à la personne et qu'on peut faire sanctionner à travers ce délit de presse qu'on appelle le droit à l'honneur, enfin l'atteinte au droit à l'honneur et à la réputation. Dans le contexte scientifique, le droit à l'honneur et à la réputation sera plus favorablement accueilli en réalité à l'encontre de la liberté d'expression en présence d'une critique excessive. C'est un contentieux qui existe où une personne a été dénoncée comme n'ayant pas produit des résultats scientifiques sérieux, en gros. Et alors là, dans ces cas-là, eh bien, cette personne peut agir au pénal, directement, sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse. Mais pour ce faire, elle doit prouver son intégrité scientifique. Donc, ce n'est pas inintéressant comme mécanisme, en rapport avec le nom, mais surtout avec la méthode scientifique et tout le protocole qui permettent de légitimer une octorialité. Alors, c'est pas inintéressant par les temps qui courent, je trouve, puisque on a aujourd'hui un site internet PubPeer qui permet quand même de dénoncer, et ça rejoint les questions qu'on avait tout à l'heure, les préoccupations, c'est-à-dire que de tout publier, de rendre transparent les choses, ça permet aux pairs de vérifier du caractère sérieux d'une recherche. C'est ce qu'on appelle de la régulation, en fait, c'est-à-dire qu'il y a de la régulation entre les pairs, peer review, et qui permet, c'est un avantage, de dénoncer un certain nombre de pratiques et de méconduites ou d'inconduites scientifiques. C'est très bien, sauf que ça peut aller jusqu'à la dénonciation calomnieuse, qui peut donner prise après à cette action fondée sur la loi de 1881, où on peut dire « mais vous portez ici atteinte à mon honneur et à ma réputation, et je vais vous le prouver ». Donc ça oblige quand même à celui, mais c'est tout à fait normal, ça procède d'un dialogue aussi, devant les juges cette fois. Et puis il faut faire attention à ça aussi, parce qu'il existe aujourd'hui malheureusement un tas de personnes qui utilisent ceci comme des procédures bâillons, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, en France par exemple. Alors, il y en a plusieurs exemples dans le domaine scientifique, mais j'en citerai un parce qu'il est proche de nous. Un de nos collègues, Laurent Néret, collègue spécialisé dans le droit de l'environnement, qui avait eu la mauvaise idée de commenter dans l'une de nos revues spécialisées une décision du tribunal correctionnel rendue dans une affaire que l'auteur avait qualifié de trafic de déchets et qui avait eu pour effet de condamner 3 sociétés du groupe Chimirec et certains de leurs dirigeants directement. Alors l'article était publié « Trafic de déchets dangereux quand les dépollueurs se font pollueurs ». Il fut traduit devant les tribunaux par la société Chimirec, par le groupe lui-même, et il devait alors apporter la preuve qu'il avait correctement fait son travail pour pouvoir ne pas être condamné pour atteinte à l'honneur et à la réputation. On retrouve ainsi toute la problématique finalement de la science dans le domaine de l'histoire, et en particulier avec les procès relatifs au négationnisme. On est vraiment dans quelque chose de très particulier. Alors, il a obtenu gain de cause en première instance et en appel. C'est tout récent, la décision date du 28 septembre de l'an passé, de 2007. Et ce qui a fait dire à certains qu'on était vraiment dans un contexte général de juridiciarisation de la recherche et avec en plus en appel une aggravation des sanctions pour les sociétés en question. Il a été, à la suite de ces affaires, il a été préconisé dans un rapport qui avait été remis à Thierry Mandon
qui était alors secrétaire général, il avait été recommandé et préconisé, dans ce type d'affaires d'ailleurs, de faire prendre en charge par la collectivité, c'est-à-dire finalement par les institutions de recherche, d'enseignement et de recherche, de faire prendre en charge les frais et le coût de la procédure pour défendre les personnes qui faisaient l'objet comme ça de procédures bâillons. Et puis enfin, et j'en terminerai par là, les autres formes de régulation que sont les actions fondées sur la responsabilité civile en cas de parasitisme scientifique. Donc là, on est en dehors de la contrefaçon, on est dans des hypothèses où il n'y avait pas de travaux scientifiques susceptibles d'être protégés par un droit de propriété intellectuelle, donc il faut trouver un autre fondement pour agir. Et de temps en temps, on trouve des décisions qui acceptent de dire que le droit de la propriété intellectuelle ne s'applique pas parce qu'on n'est pas en présence d'une œuvre. Le corpus de données, par exemple, n'est pas considéré à ce moment-là comme une œuvre. Et alors, on peut agir sur un autre fondement qu'on appelle, ou que moi j'appellerais en tout cas le parasitisme scientifique, hein, qui consiste à parasiter, donc à reprendre un certain nombre de données sans citer l'auteur et puis même en se les attribuant, enfin tous les cas de méconduite scientifique qu'on peut imaginer. On trouve donc des décisions là-dessus qui condamnent. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et puis, enfin, l'autre forme de régulation, c'est la sanction disciplinaire pour inconduite scientifique, qui là relève du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, puisque ici, ce sont les instances administratives qui sont censées, je dis censées parce que ça fonctionne très mal en réalité, mais qui sont censées normalement prendre des sanctions disciplinaires à l'égard des chercheurs qui montrent une certaine inconduite scientifique, falsification des données, et puis fabrication des données, bien sûr, plagiat, etc. Les chartes de déontologie aujourd'hui fleurissent, hein, et c'est plutôt bien, depuis la Convention de Singapour de 2010 notamment, une mise en ordre donc du coup, mais une mise en ordre qui n'est pas encore tout à fait suivie des faits, parce que nos instances administratives, je pense en particulier à l'université, ne sont pas, ça commence, mais c'est pas encore tout à fait opérationnel, notamment sur le plan procédural, pas rentrer dans le détail. En tout cas, ce qu'il faut le savoir, c'est que c'est le conseil d'administration, puis ensuite le CNESER, et enfin le conseil d'État en dernier ressort, qui sont compétents pour statuer dans ce genre de problèmes, de litiges. Voilà, donc tout ça pour dire que, et vraiment je termine là, pour dire qu'il y aurait certainement besoin, pour montrer en tout cas qu'il y aurait besoin de décorréler, à mon avis, la question de l'octorialité scientifique de la question de la propriété, d'une part, et d'autre part, peut-être alors d'imaginer, pourquoi pas, d'autres modes de régulation pour que quand même l'octorialité scientifique, parce que c'est quand même ça le but, soit reconnue au-delà ou en deçà de la propriété. Voilà, j'en ai terminé. Merci.